Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prévenir les crises financières. Et là, l'adage populaire, il vaut mieux prévenir que guérir, et vraiment apprendre à l'esprit de la lettre. Parce que guérir une crise financière aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire, et la seule chose qu'on sait, c'est que ça coûte très, très, très cher. Donc, pour prévenir, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des règles prudentielles. D'abord, améliorer la transparence de l'information sur les nouveaux produits financiers. Il y a un dirigeant de banque française qui a refusé d'acheter des titres subprimes. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Donc, comme quoi, parfois, le bon sens l'emporte. Il a eu raison, cet homme, de ne pas faire confiance à un produit dont il ne comprenait pas le fonctionnement. Le problème, c'est que ce sont ses autres collègues banquiers qui, eux, n'ont pas plus compris que lui le fonctionnement du produit, mais qui en ont acheté parce qu'ils étaient attirés par le rendement du produit. Donc, ça, il faut arrêter. On ne peut plus vendre des produits dont personne ne maîtrise le fonctionnement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, il faut faire des produits qui soient lisibles, et il faut que les acheteurs soient informés de ce qu'il y a dedans, dans ces produits, et des risques qu'ils encourent. Ça, très très important. Par exemple, dans les produits subprimes, c'était des cocktails, les produits subprimes. Il y avait de l'immobilier, il y avait de la dette d'entreprise. Je vous parlais tout à l'heure de la dette carte bancaire des ménages américains. Donc il y avait de tout. On secoue, puis ça fait un beau produit. Sauf que quand vous l'achetez, on ne vous avait pas dit qu'il n'y a que 10% d'immobilier et 80% de découvert bancaire. Ce n'est pas la même chose que l'inverse. Donc c'est dans ce sens-là où il faut une bien meilleure information sur les produits financiers et avertir les investisseurs des risques qu'ils courent avec tel ou tel produit. Renforcer le rôle des institutions internationales qui définissent les normes. Très très important. Alors, les normes, au niveau mondial, on travaille aujourd'hui beaucoup sur les normes bancaires notamment. C'est donc dans le cadre de la Banque des règlements internationaux, de l'ABRI, c'est ce qu'on a appelé les accords de Bâle. Donc il y a des institutions effectivement qui réfléchissent sur les normes. Mais j'allais dire, y compris sur les normes comptables. En quoi les normes comptables ont-elles une implication dans ces histoires? La norme comptable, par exemple, le fait de pouvoir valoriser des actifs au prix du marché, c'est une très très grosse, je vais pas dire conséquence, parce qu'en fait c'est à la fois cause et conséquence, c'est très très lié, effectivement, cette pratique au mouvement erratique qu'il peut y avoir sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui se passe pour une entreprise, si vous voulez, qui a un super beau bilan, un super bel actif, parce que son actif immobilisé financier très conséquent, eh bien, il profite d'une embellie de la bourse. D'accord ? On l'a valorisé en permanence avec les succès de la bourse. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la bourse s'effondre? Et donc, l'actif, automatiquement, de l'entreprise fond comme neige au soleil. Quelles sont ses possibilités d'endettement? Quelle est la réaction de ses actionnaires, etc., etc. On voit bien que les normes comptables aussi, elles sont partie prenante de ce système. Donc ce n'est pas simplement les normes des institutions financières, c'est aussi toutes les normes, j'allais dire, économiques, en quelque sorte. Développer la participation des acteurs privés dans la résolution des crises. Eh oui, les acteurs privés sont responsables. Les banques américaines sont responsables des crédits subprimes qu'elles ont accordés. Donc si elles sont responsables, à un moment donné, il va falloir qu'elles payent. Le problème, la crise était tellement grave que si elles avaient dû payer, il n'y aurait plus de banques. Donc ce n'est pas pour ce coup-là. Mais on peut le prévoir pour le coup prochain, parce que n'en doutez pas, s'il y a une certitude, c'est que les crises financières, elles vont se répéter. Donc il y aura un coup prochain. À nous de mettre en place des règles pour que le coup prochain soit le moins douloureux possible. Et rendons conscients les acteurs principaux, que sont les acteurs financiers, dans la génération des crises. Et donc il faut les faire participer aux dégâts qu'ils ont causés. Alors on peut penser, par exemple, à la mise en place d'un pool où chaque intervenant sur des produits, alors qui reste à définir, etc., en fonction de son activité, crédite. Au fur et à mesure qu'il développe ses opérations risquées, il crédite, et donc il y a un fonds qui naît comme ça. Et en cas de difficulté, on utilise ce fonds pour colmater les brèches. Première possibilité. Ce que j'appelle
en quelque sorte, les assurances collectives. Hein, mais c'est pas une assurance au sens classique du terme, c'est pas une compagnie d'assurance qui le vend, c'est les assurances entre elles, les banques entre elles, si vous voulez, qui se créent leurs propres conditions d'assurance. Et puis, il y a la restructuration des dettes. Extrêmement important. Que les banques, elles sachent aujourd'hui que quand elles font des fautes, eh bien, elles en paieront les conséquences. Et la restructuration de la dette, c'est ça. On a prêté à la Grèce un certain nombre d'États sans trop regarder, etc., parce qu'il y avait des bons rendements à la clé, c'était considéré comme sûr, et donc on prêtait sans regarder. Personne n'a fait son travail dans l'histoire. Au bout du compte, les Grecs ne peuvent pas rembourser. Si c'était un ménage, la Grèce, le ménage irait voir le juge, il dirait, monsieur le juge, on m'a prêté de l'argent, on n'a même pas vérifié si je pouvais rembourser. On m'a incité au surendettement. Voilà ce qu'on dirait. Et qu'est-ce qu'il dirait, le juge ? Vous avez raison, monsieur, la banque est coupable, elle ne vous a pas informé, elle n'a pas fait son travail, elle ne sera pas remboursée, ou vous la rembourserez quand vous pourrez. Eh bien, imaginons que ce mécanisme existe aussi pour les banques. C'est-à-dire, elles sont responsables des risques qu'elles prennent. Il y a quand même un petit problème. C'est qu'elles font ça avec notre épargne, en partie. Hein, et donc, si elles sont responsables, il ne faut pas non plus les responsabiliser trop, parce que ce sont les ménages qui vont voir leur épargne disparaître à l'occasion des crises financières. Donc, le mécanisme qui a consisté pour les banques européennes de dire, ben voilà, vous voulez récupérer votre argent auprès d'un débiteur qui a assez peu de chances de s'en remettre si vous lui laissez la totalité de sa dette, donc vous acceptez une décote de 50%. Vous avez perdu 50% dans l'histoire. Hein. Attention, pour tous ceux qui possèdent de l'assurance vie, par exemple, hein, en obligataire, à mon avis, c'est le genre de nouvelle qui va peut-être faire quelques dégâts dans les rendements d'un certain nombre d'assurances vie. Hein, parce que ces obligations décotées, elles sont bien quelque part. Et les banques ne les ont pas achetées que pour elles. Elles l'ont aussi acheté pour le compte de leurs clients. Donc, à voir, à suivre. Quoi qu'il en soit, vous comprenez un peu la directive, il faut responsabiliser et moraliser les acteurs de la finance. Ça paraît vraiment indispensable. Renforcer la réglementation et la régulation des institutions financières. Alors ça, c'est les accords de Bâle III. On relève les fonds propres. Hein, donc c'est une garantie. On relève les réserves déposées auprès de la Banque centrale. C'est une autre garantie, c'est un garde-fou. Et surtout, on va limiter les engagements hors bilan. Je ne sais pas si vous connaissez les principes des engagements hors bilan. Ce sont des opérations pour lesquelles les banques sont autorisées de ne pas les faire figurer dans leur bilan. Elles sont sur des annexes, si vous voulez. Ce qui fait que même quand les résultats sont catastrophiques, et éventuellement quand la pérennité de la banque est en cause, à cause de ces opérations hors bilan, le bilan, il est beau. Il est propre. D'accord ? Et ça, c'est évidemment des pratiques qui sont contraires au principe d'information sincère, hein, liée à la production de ce type de document. Donc, voilà effectivement une mesure qui devrait s'imposer. Séparer les activités de banques de dépôt et celles des banques d'affaires. Alors ça, c'est quand même une ironie de l'histoire, puisque en France, on a tardé à le faire. On est un des derniers pays à l'avoir fait, et on l'a fait à l'occasion de la loi bancaire de 1984. Donc en histoire monétaire, c'est quand même assez récent. Et ironie de l'histoire, aux États-Unis, où évidemment cette mixité des opérations de banques d'affaires et banques de dépôt a prévalu pendant très très longtemps, et bien c'était les premiers après la crise de 2008 à y renoncer. Hein, et aujourd'hui, voilà, on se sépare en deux, vous n'avez pas le droit de faire les deux choses en même temps. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Une banque de dépôt, son métier, c'est de récolter l'épargne des ménages et de financer les besoins de financement des ménages pour l'essentiel. Éventuellement, faire un petit peu de financement d'entreprise, etc. Donc, elle travaille avec l'argent de ses clients particuliers pour reprêter à ses clients particuliers ou à des entreprises. La banque d'affaires, elle n'a pas de dépôt. Donc, elle emprunte de l'argent pour financer les entreprises. Donc, elle utilise ce qu'on appelle l'effet de levier. Hein, et l'effet de levier, c'est plus vous empruntez et plus vous allez avoir, dans un certain nombre de conditions, plus vous allez avoir une rentabilité importante
de vos engagements. Que fait la banque de dépôt si elle est aussi une banque d'affaires? Eh bien, elle va se servir de l'argent de ses clients pour emprunter bien davantage que ce qu'ont apporté les clients et pour spéculer pour son propre compte, pas pour le compte de ses clients. Voilà ce qu'elle va faire. Hein, et donc ça, ce sont des comportements extrêmement risqués. Et donc, on veut en finir avec ça. Les Américains ont pris la bonne mesure, je crois. Je ne comprends pas pourquoi les Européens, au niveau de l'Union européenne, on n'a pas obligé les institutions bancaires à procéder de la même manière. Limiter les comportements spéculatifs. Alors, c'est la fameuse taxe sur les transactions financières. Hein, donc, vous comprenez l'intérêt. À chaque fois que je passe un ordre de bourse, alors après, quel ordre de bourse, sur quel titre, etc. Il y a tout un débat technique dans lequel je ne veux pas rentrer. Je vous explique le principe en gros. Donc, taxe sur les transactions financières. À chaque fois que j'achète ou que je vends, hop, on me prend. Généralement, c'est un pourcentage variable. C'est un pourcentage, donc. C'est pas un frais fixe. Hein, c'est 0,01% de la transaction, etc. Les robots, dont je vous parlais tout à l'heure, eux, ils vont contribuer énormément, hein, parce qu'ils traitent des milliers d'opérations dans la microseconde. Donc les robots, ils vont financer effectivement la taxe Tobin rénovée. Et ces robots, ils travaillent, les clients, ils demandent, c'est sur des prix très très précis. Ils disent, voilà, si l'action, elle vaut... son cours, je l'ai acheté à 26 €. Si elle vaut 26,10 €, vous vendez. Hein, ça peut être extrêmement précis, puisque de toute façon, ça ne coûte rien la transaction à ce niveau-là. Et puis, dans un deuxième temps, si elle redescend, une fois que vous avez vendu, et qu'elle redescend à 26,05 €, avec 5 centimes, vous achetez. Ben, ça, ce sera finalement interdit, parce que c'est on joue pour des petits gains, mais comme on joue très souvent, finalement, les petits gains font des gros gains. Si sur chaque petit gain, vous prenez un intérêt, qui ne va pas d'ailleurs porter sur le gain, mais sur le cours, c'est-à-dire sur le montant de la transaction, ça va dissuader effectivement une partie de la spéculation. Donc, cette idée de taxe sur les transactions financières est une excellente idée. Ce qui est d'une moins bonne idée, c'est l'idée du président de la République de le proposer uniquement pour la France. Enfin, c'est pas exactement ça. Le président de la République a dit, moi j'aimerais bien que ça se fasse dans un cadre européen. Mais il a dit, si ça ne se fait pas dans un cadre européen, moi je le ferai dans un cadre français. Je doute énormément de la faisabilité d'une telle mesure. Hein, on a parlé de places interconnectées et que, personnellement, en tant qu'acteur des marchés financiers, de chez moi, je peux agir sur des marchés américains, où il n'y aura pas de taxe financière. Alors, donc vous voyez tout de suite les limites d'une telle mesure dès lors qu'elle est adoptée nationalement uniquement. Limiter l'accès aux produits dérivés, je crois que ça c'est une des plaies de la finance. Alors quand je dis ça, quand j'écris ça, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment limiter l'accès aux produits dérivés. Peut-être il faut interdire un certain nombre de produits dérivés. Mais il faut faire quelque chose parce que les dangers de spéculation, ils sont essentiellement sur ce marché-là. Et limiter les effets de levier, ça veut dire que il n'est pas normal que sous prétexte que je sois un agent financier, eh bien, je puisse lever des milliards d'euros, emprunter des milliards d'euros pour acheter des titres. Donc, je ne possède pas le financement a priori, quoi. Et j'ai pas de garantie particulière à proposer. Alors, c'est ça l'effet de levier. Et je crois qu'on en a abusé et que ça a précipité effectivement la crise.